Alors, Jean-Philippe dit qu'il ne retranscrira pas quand il parlera, parce qu'il fera des démos aussi. Il aurait fallu qu'on ait 2 vidéoprojecteurs, ce qui nous aurait permis que je prenne le relais, mais je ne peux même pas là en fait. Alors c'est une bonne entrée en matière pour notre présentation sur l'accessibilité. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Tu peux écrire. Pour pas me faire taper par Jean-Philippe. Allez, c'est parti. Donc, on sait qu'il y a 2 fois plus de chômage chez les personnes handicapées que dans la population générale. Ce chiffre monte jusqu'à 80% pour les personnes autistes et 50% pour les personnes déficientes visuelles. Donc, c'est la première cause de discrimination en France depuis que c'est mesuré. Et on est la seule conférence sur le sujet au Capitole du Libre. Alors qu'il y a matière à en faire plein, plusieurs séances, plusieurs jours dessus. Quand on regarde sur le numérique, c'est devenu incontournable dans nos vies. Ça va ? À votre avis, donc il y a des obligations légales qui existent depuis 2005. À votre avis, combien en pourcentage d'organismes qui ont des obligations légales les respectent en matière d'accessibilité ? 0,1 5%, 1%. Comment ? C'est les enchères, c'est le juste prix. Peut-être qu'elles ne respectent pas, mais elles n'ont pas des amendes à payer. Les amendes, vaste sujet. Donc, la personne qui était la plus proche, c'était le 0,1%. En fait, on est à 0,6%. Voilà, du respect des obligations légales. Donc, c'est un chiffre qui est donné par l'Observatoire du respect des obligations légales en accessibilité numérique de la Fédération des aveugles de France. J'attends pendant que Jean-Philippe est en train de taper. Je suis si bon en plus, non. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est mieux dans le libre ? Donc c'est l'occasion de nous présenter. Donc je m'appelle Harmonie Altigné et j'ai rencontré Jean-Philippe aux rencontres mondiales du logiciel libre à Bordeaux en 2010. Donc on est un peu des dinosaures du sujet. Et on avait ensemble, enfin j'avais créé, mais tu avais rejoint très vite le groupe de travail accessibilité logiciel libre à l'April. Et on y travaille donc depuis un moment et on sait tous les deux, on nous a beaucoup dit que le libre, alors c'était une fonctionnalité et qu'on n'avait qu'à contribuer. On avait l'impression de beaucoup contribuer quand même déjà, mais on s'est tous les deux dit, bon bah on va contribuer, on est tous les deux handicapés. J'aime pas trop parler à ta place, je préfère te laisser parler, mais... Je sais bien, on va pas pouvoir tout faire en même temps. Je peux prendre la suite pour taper. Prendre la suite, effectivement. Donc, je te laisse te présenter, je dirai ce que je fais après. Donc, tiens, le micro. Ah oui, c'est vrai, en plus il y a le micro. La totale. Donc effectivement, on s'est rencontrés à l'occasion des rencontres mondiales donc, du logiciel libre à Bordeaux et l'un des enjeux, on s'est en effet rendu compte que le logiciel libre avait besoin, et c'est ce qui nous était dit quand on demandait plus d'accessibilité dans les différents logiciels, avait besoin de contribution. Alors on a contribué, chacun à notre niveau, au début en testant, en rapportant des bugs, c'est la première chose qui était demandée, ensuite en essayant de faire participer le maximum de personnes, et on a fini par créer chacun de notre côté des structures, des entreprises. Pourquoi entreprises ? Pour pouvoir générer de l'argent afin de financer le développement au sein du logiciel libre de l'accessibilité. Stop. Pourtant, j'ai essayé d'aller doucement. Non. Pas assez. Pas assez. Pour créer des entreprises pour financer de l'accessibilité dans le logiciel libre. J'ai donc créé pour ma part IPRA
en 2015, dont l'objectif était non seulement de mettre à la portée du grand public les logiciels libres dans les meilleures conditions et d'utiliser l'argent récolté dans le cadre de ce service pour financer l'amélioration de l'accessibilité de logiciels tels que Firefox, LibreOffice, l'environnement de bureau Mates, etc. En fait. Donc ça a été le parcours jusqu'en 2024 et il est vrai que, force est d'admettre aujourd'hui que ça a moins avancé que ce qu'on aurait pu espérer. À moi. Alors pour le son, pour l'audio description, pour ceux qui verront la vidéo après sans lire, en fait, comme on a un public qui n'entend pas et qu'il n'y a pas d'accessibilité qui est prévue, donc on se passe le clavier avec Jean-Philippe et on transcrit comme on peut. Pas très bien, mais le mieux qu'on peut à chacun notre tour. Donc on ne fait pas de l'accessibilité, mais on essaie de faire de l'inclusion. On verra un peu la différence, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'avez pas de moyens que vous pouvez rien faire, c'est est-ce que je prends en compte les personnes qui sont là ou est-ce que je fais tant pis, désolé. Voilà, donc c'est pas notre credo. Donc pour ma part, je vais parler très vite exprès pour me venger. Non, c'est pas vrai, t'as fait doucement. J'ai vraiment fait attention. Non, c'est vrai. Donc pour ma part, moi j'ai créé ma première entreprise en 2007. Donc c'était à peu près en même temps que lorsque j'ai adhéré à l'April et que j'ai découvert le logiciel libre. C'était au départ pour créer mon propre emploi, puisque j'ai besoin d'adaptation qui nécessitait donc de pouvoir travailler de chez moi, et à l'époque il n'y avait rien du tout, donc on m'a dit tant pis, vous ne travaillerez pas, demandez une allocation. J'avais 26 ans, j'avais pas très envie de faire que ça, donc j'ai créé mon activité au départ pour créer mon propre emploi et je me suis spécialisée du coup dans l'accessibilité numérique. Et du coup, le logiciel libre aussi, mais contrairement à Jean-Philippe, on ne développe pas. Nous, on va être vraiment sur la formation, le conseil, la création de normes aussi, puisque j'ai contribué à rédiger les normes de l'État, le RGAA, la version 3. Et donc là, on travaille au niveau européen aussi. Donc on est une petite société, entreprise sociale. Et donc, quand on s'est dit, j'ai emménagé à Toulouse, en région toulousaine cet été. Et donc là, Capitole du Libre, Jean-Philippe venait, on s'est dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de conférence ensemble. Il n'y a rien au programme, je suis sûre. De toute façon, si on propose rien, pas grand-chose. Donc, on va faire une présentation sur le sujet. Et quand on s'est dit sur quel sujet on pourrait le faire, Jean-Philippe me disait, moi, je ne sais pas si tu connais un peu Moodle. Donc, c'est un logiciel... LMS, un logiciel de gestion de l'apprentissage. Et justement, on était en train de travailler dessus. Et comme tous les deux, on fait de la formation, on a des obligations de qualité. Et donc d'être certifié Calliope. C'est une certification pour avoir le droit d'être financé, que notre formation soit finançable. Donc c'est beaucoup de paperasse, etc. Coena, donc ma société, était déjà certifiée, donc on devait renouveler, mais comme on a de plus en plus de demandes, on faisait tout à la main, tout super accessible, mais LibreOffice pour faire les attestations, les convocations, on faisait des choses dans WordPress, il n'y avait rien d'automatisé du tout, on s'est dit il va falloir qu'on passe à l'échelle supérieure. On avait plein de clients qui utilisaient Moodle. J'avais des amis ou des clients qui ont différents types de handicap et qui l'ont utilisé en tant que professeur ou en tant qu'apprenant. Donc on s'est dit ça doit pas être si mal. On l'a audité, on sait que c'est pas parfait, mais on va l'utiliser. Et là on va faire un retour d'expérience parce que Jean-Philippe aussi l'a utilisé. Et donc là ce qu'on va vous montrer, en fait l'idée c'est de vous montrer dans un premier temps ce qui marche pas très bien et comment on peut contourner. L'objectif, c'est pas de se dire si c'est pas 100% conforme, 100% parfait, dans ce cas, on fait rien. C'est un peu comme là, je trouve que la présentation actuellement est un bon exemple. On pourrait se dire
Enfin, je suis sûre que si on va dans d'autres conférences et qu'il y a des personnes sources, ben, ils vont pas savoir quoi faire, et il va rien se passer. Mais en fait, non, vous pouvez toujours trouver une solution. Et je trouve que dans le logiciel libre, c'est un peu le côté maker aussi, où on va voir le code, on va pas se dire ça marche pas, tant pis. Bah non, ok, il y a des choses qui marchent pas, on peut quand même faire quelque chose, et c'est ce qu'on va vous montrer. Et quelques bonnes pratiques aussi pour prévenir ce qui ne marche pas bien. Puis dans un deuxième temps, on va voir ce qui marche aussi. Et donc il y a plein de choses qui marchent, et même quand ça marche, on va voir que ça ne suffit pas forcément. Alors du coup, ça va être place à la démo. Et alors là, désolé, mais du coup, ouais, on peut pas, on n'a qu'un écran. Donc sur la démo, je ne sais pas comment on va pouvoir inclure tout le monde. Alors, du coup, désolé, on va devoir cesser la transcription car on n'a qu'un écran. Là, je me transforme en lecteur d'écran, en synthèse vocale. Donc, vous verrez bouger au fil de ma navigation à l'écran et devriez comprendre ce qu'on fait. Donc... Je te tiens le micro. Ah, c'est gentil. On va, du coup, commencer par montrer Alors, la... Là, on est déjà sur la Coena Academy. Donc, c'est la plateforme. Nous, on utilise Moodle. C'est la dernière version, la 4.5. Donc sur academy.coena.net. Donc on l'a fait tout à l'heure pour tout dire. Donc on a créé des petits exercices, on a dupliqué un cours qu'on donne en réel, et Jean-Philippe va vous montrer. Tu voulais commencer par... Alors, on va commencer par l'émargement, qui est la première étape de toute formation, en tout cas, enfin première, pas la première mais presque. Quand on fait du Calliope, la première chose c'est de s'occuper de l'émargement pour la signature par les participants de leur présence. Alors, du coup, on va essayer, en fait, hein, puisque Moodle a un module qui permet de faire ça, d'automatiser ça et de gérer ça, du coup, dans de plutôt bonnes conditions. Alors, juste pour le contexte, c'est hyper lourd. Quand on fait de la formation, notamment à distance, on peut créer des choses à distance. Enfin, c'est toujours un peu compliqué, et on le faisait de manière assez accessible, mais toujours à la main avec LibreOffice, etc. Là, on a voulu faire ça dans Moodle. L'avantage, c'est que c'est associé au cours. Donc après, quand il y a les audits de contrôle de Calliope, c'est facile de montrer qui a émergé, etc. Donc c'est plutôt très pratique. Mais ce n'est pas accessible. Mais ce n'est pas très accessible. Alors, il faut que je le retrouve. Ah non, c'est dans l'émargement. Oui, c'est ça. Ah ouais, mais il est en accès restreint. Pourquoi ? La formation a pas commencé. Tu me tiens le micro ? Je pose. Youps, pour l'instant, je vais monter le son. Hop. Pour l'instant, je vais mettre du son. Hop là. Alors, le micro sert à... Vas-y. Alors, attends, je vais dans... élargement. C'est un peu trop rapide. Ouais, tu veux faire... C'est un peu rapide, il va baisser la synthèse, le rythme. Baisse le débit, sinon ils vont tous péter une vérité. Synthèse D 40, 50. Sensitive, annulé, appliqué. Paramètres du lecteur d'écran rechargé. Normalement ça va là. Annulé, validé, bouton. Paramètres du lecteur d'écran ressorti de la bannière. Contenu. Donc là, ce que vous entendez, c'est ce que j'entends ou que j'ai en braille au quotidien. Hein. Donc bon, voilà, tout est normal hein, pour moi. J'entends que, voilà. Oui, et c'est vrai que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ce que c'est. Là, je t'ai enlevé la restriction. Tu peux montrer ta plage braille ? Donc, en fait, il y a donc Jean-Philippe, t'es totalement aveugle, donc tu vois pas du tout l'écran. Vas-y. Ah, et du hop, coup, comme ça. Je compense avec un logiciel sur l'ordinateur dont la mission est d'envoyer toute l'information qui se trouve là où il y a le curseur en vocal et parallèlement sur cet écran braille qui affiche 40 caractères, donc il faut se déplacer de droite à gauche et de haut en bas pour accéder à la totalité de l'écran. Donc c'est des petits picots qui se lèvent et qui se baissent et qui se rafraîchissent du coup. Voilà. Et tu as débranché. Oui, je sais. Au bout d'un moment, c'était commencé, j'ai été au bout de la démarche. Tu as raison. Hein, au bout d'un moment. Donc c'est bon, je t'ai activé l'émargement. Donc, hop, c'est parti. Accès au contenu. Navigation, accueil, afficher la menu. Je te mets un lien d'accès rapide.
Pourquoi tu me- passer au contenu principal et toi tu le sautes. Ah oui, parce qu'il marche une fois sur 4. Allez, on va essayer. Allez, on va essayer. J'avoue que j'étais. Alors le problème quand on est expérimenté, c'est qu'on a tellement l'habitude de trucs qui ne marchent pas que même quand ça existe, on contourne et on part de base de définition que ça ne marche plus et ça devient des réflexes de vie et ça devient ça. C'est qu'effectivement il y a un petit truc avec le clavier qui permet d'accéder directement au contenu principal. On ne l'utilise pas parce que ça marche une fois sur 3. Bon, sauf que là, ça marche. Sauf que ça marche chez nous quand même. Évidemment. Alors. Niveau d'outils à programme access sortie de Firefox, sortie de section suivante, sortie de la ligne. Je sais où je suis. Alors, il y a une dimension tâtonnement qui, elle, est normale, par contre. Qu'on soit bien d'accord, quand on est dans cette situation, c'est-à-dire un non-voyant qui navigue avec un lecteur d'écran, la situation de tâtonnement sur une page qui connaît mal, parce que ça fait pas longtemps que je regarde Moodle, et que je connais particulièrement pas l'environnement de Koena, cette opération de tâtonnement qui paraît en soi une difficulté, évidemment pour un voyant elle n'existe pas, puisque le voyant lui il balaye avec les yeux, il trouve ce qu'il a à trouver et il enchaîne, c'est pas mon cas. Donc forcément il y a du tâtonnement et ça c'est normal, c'est fastidieux, mais dans la première découverte ou en tout cas les premières pas qu'on fait sur une page, c'est nécessairement comme ça. Niveau convocation. Bon, ceci dit, il faut trouver maintenant. Outil à installer, outil à un programme, accès questionnaire de pause poursuivre d'en haut. Niveau d'imbrication 1. Recherche. Il n'y est pas de toute façon. Contenu. Ah oui, c'est parce que c'est dans émargement. Là, t'es dans avant le cours. Non. Bannière. Fondamentaux. Recherche rapide. Autocomplet sur bannière. Faut que tu ouvres le menu. Sortie de contenu. Et tourne en arrière. C'est ça, aujourd'hui, non, c'est ce que j'essaie pas tout à l'heure en fait. Statut, accueil, affiche, menu, sortie de la menu. Voilà, va dans le menu. Ah ça, non. Sortie, Index de cours. tuile, défi, option, mode navi, sortie de la bannière, sortie de la bannière, navigateur, sortie, replier bien des questions, sortie du replier outil à programme barre, accessibilité du cours à faire. Non, parce qu'on le montre après ça. Oui, tu vas sur programme barre à faire, outil à installer à faire. Programme test, repli test, acquis, sortie, replier margement et margement J un matin. Donc, nous niveau sommes d'arborescence 3. Le premier jour, le matin, mode navigation, tu vas très vite, mais tu retourneras dans le menu après. Il y a des choses intéressantes qu'on entend, mais ça va trop vite pour qu'ils se rendent compte, je pense. Oui. Donc, on y retourne après. Mais vas-y, montre l'émargement. Donc, émargement. Bannière. Sortie de la bannière. Pour signer la feuille de présence, cliquez sur Ajouter une fiche, signer manuellement, puis cliquez sur Enregistrer. Cette fonction de signature n'est pas accessible en cas de... Il marche. Ok, oui, non, mais je vais pas faire parce que je crois qu'il bloque au milieu. Pour Tu vas essayer? cette fonction de signature Okay, n'est pas accessible en cas de difficulté, nous pouvons vous envoyer une feuille de margement plus accessible. Tu vois comme quoi. Via DocuSign. Donc là, il y a plusieurs choses ici. Hein. Déjà, la première chose, c'est que c'est assumé que ce n'est pas accessible. Et pour cause, on va essayer ensemble, on va voir si ça n'est pas accessible. Mais c'est dit. Donc on le sait. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise. On le sait et il y a un plan B qui est ici proposé. On sait que on peut utiliser un plan B pour signer la feuille d'émargement qui ne pourra vraisemblablement pas être signée avec Moodle. On va aller au bout. Hein. Donc ajouter une fiche puisque c'est ce qu'on nous propose de faire. Nouvelle fiche. Et là, il faut faire un dessin, et donc on imagine bien qu'ici, ça va être compliqué, quoi. C'est-à-dire que là, sur la souris, ça va pas être possible, et ça va pas être possible de faire de l'émargement, de signer sa feuille d'émargement. Alors c'est pas possible au lecteur d'écran quand on est aveugle, mais c'est pas possible quand on a des difficultés qu'on peut pas utiliser la souris. Enfin, c'est quelque chose qui ne marche pas pour beaucoup de gens. Est-ce qu'on y a renoncé pour autant chez Koena? Non, mais on offre une solution alternative aux besoins. Parce que dans ce cas-là, comme il n'y a rien d'accessible dans Moodle, il n'y a pas de plan B qui est directement dedans, et comme ça nous aide quand même, parce que quand on a beaucoup de gens, y compris des personnes handicapées, mais sourdes par exemple, ou qui ont d'autres types de handicap, peuvent signer. Du coup, on a préféré aller dans un plan B qui est payant et qu'on fait à la demande via DocuSign. Ah, t'es trop fort. Tu reprends la transcription. Je t'envoie un truc depuis ça. Ok, donc maintenant, on va tester avec DocuSign, qui est un logiciel propriétaire, malheureusement, mais on va voir dans quelles conditions on peut obtenir la transcription.
Donc on va préparer la feuille d'émargement et sur cette base, l'utilisateur, donc le stagiaire, reçoit un mail prêt à signer, à voir s'il peut le faire au lecteur d'écran. Et donc là, Harmony est en train d'essayer de préparer le document pour l'envoyer au stagiaire afin qu'il puisse le signer. Après, c'est bien quand on parle en écrivant, on voit même rythme. C'est pratique. Surréaliste. Alors là, moi je suis sur DocuSign, donc c'est quelque chose qui est à côté, qui est payant. Là, j'ai fait un compte gratuit juste pour montrer. Donc je charge mon document. Hop. Je te l'envoie. Donc là, j'appuie sur envoyer. Ah oui, non, il faut que je te mette ta signature d'abord. Hop, signature. Envoyer. Donc là, normalement, ça, il l'a reçu dans ses mails. Pouc. Voilà, donc là, on va regarder ce que ça raconte. Il me propose du coup... Remets le son, non ? Synthèse vocale activée, vide. DocuSign. Harmony activée vous a envoyé un document à examiner et à signer. Examinez le document, lien. Oui, je veux examiner le document. Examinez et signez les documents de barre verticale de... Alors, je fais souvent la touche contrôle pour interrompre la voix qui a tendance à donner beaucoup d'informations, et y compris tous les événements intermédiaires que renvoie le navigateur quand il charge la page. Donc on n'a pas besoin de tout ça, ça pollue la tête, ça pollue l'attention, et donc on filtre un peu aussi l'information qui peut nous être transmise. La touche chute. La touche chute, ouais, c'est ça. C'est toi. D'ailleurs, quand je fais des formations aux voyants, c'est celle qui en retient en premier et la seule qui en retient à la fin de la formation. D'ailleurs, comment faire taire cette horreur. Voilà, J'accepte d'utiliser des signatures et des dossiers électroniques obligatoires. Cases à cocher, cocher. Continuer. Bouton. Cliquez sur continuer pour commencer le processus de signature. Examiner et signer les documents. Veuillez examiner les documents ci-dessous. Terminer. Bouton. Et puis brader. Autres actions. Réduit bouton. Barre d'outils. Alors, déjà là, effectivement, le document, je peux pas forcément le lire, et encore que d'ailleurs, c'est même pas sûr. Terminer. Autre. Terminer. Je crois que j'ai fait ça tout à l'heure. Obligatoire. Signer ici. Bouton. Terminer. Obligatoire. Appuyez sur Entrée pour utiliser le lecteur d'écran et accéder à votre document. Si. Appuyez sur Entrée pour utiliser le lecteur d'écran et accéder à votre document. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable, honnêtement, c'est incroyable. Alerte. Veuillez passer proposition. Et là, j'ouvre le document. 2. Définisse légal. Etc. On va pas le lire le document, vous l'avez sous les yeux. Là, je peux le lire avec le clavier. Obligatoire. Signer ici. Bouton. Et donc, le bouton signer. Alerte. Veuillez patienter. Choisir votre signature confirmée. Votre nom. Fermé. Bouton. Annuler. Choisir modifier ou sélectionner une signature initiale obligatoire. Zone de C. Donc, il y a les initiales. Nom complet obligatoire. Il y a le nom complet. Initiale Alors, les obligatoire. initiales, on va les changer parce que quand même, ça suffit. Voilà. Ou sélectionner, modifier le style, choisir et signer, annuler, choisir et signer. Veuillez patienter, examiner et signer les documents. Vous avez rempli les champs obligatoires. Hop, il doit avoir fini. Obligatoire, signature à... Il n'a pas fini? Si. Voilà. Et donc là, terminé, bouton. il faut que... Alerte. Point vir status. Et voilà, vous avez rempli les champs obligatoires. Status. Et il doit plus être très longtemps. Contenu principal. Gérez vos accords en toute sécurité. Voilà. C'est bon? Ouais. Donc voilà. On a signé. Donc là, on voit comment on peut utiliser Moodle même si c'est pas accessible, à condition de 2 choses. Première chose, savoir ce qui marche ou ce qui marche pas. C'est-à-dire qu'avant d'utiliser n'importe quoi, il faut se poser la question. Quand ça ne marche pas, je vais moins vite.
quand ça ne marche pas, du coup, je sais plus ce que je racontais, hein, c'est le problème. Vas-y, quand ça marche pas. Quand ça marche pas, ça veut pas dire qu'il faut forcément. Alors, il faut chercher des solutions alternatives qui marchent mieux. Mais quand il y en a pas, et on est souvent confronté à ce problème-là, eh bien, on peut aussi faire ce genre de choses, c'est-à-dire informer l'utilisateur que ce ne sera pas accessible et lui fournir une manière alternative de participer. L'accessibilité, c'est juste un moyen. C'est un moyen pour les personnes d'être autour de la table, de participer, de ne pas être exclus en marge de la société. C'est de dire qu'on fait tous partie, toutes et tous partie de la même société. Et donc, vous avez le droit de participer. Et donc, c'est de considérer la personne. Donc, c'est juste un outil pour ça. Et donc, quand ça ne marche pas, il y a d'autres moyens. On le voit là, la conférence n'est pas accessible. On fait de notre mieux, là, avec la transcription en direct. C'est très loin d'être parfait. Ce n'est pas du tout accessible. J'espère que les prochaines fois, ce sera mieux. Mais, en attendant, il y a quand même quelque chose qui dit, on a pris en compte qu'on a des utilisateurs qui n'entendent pas. Donc, on avait la possibilité de se dire on s'en fiche ou pas. Là, c'est pareil. Autre exemple, c'était le glisser-déposer. Une activité du coup sur Moodle que les stagiaires peuvent faire soit à titre de test, soit à titre de pédagogie active, c'est-à-dire pour apprendre en faisant quoi. Hein, voilà. Alors, déjà il faut que je le retrouve. Affiche, menu, accueil, menu, option de la... ça c'était dans quiz. Hein. Quiz, je vais me mettre là-dessus. Ou fondement. Avant le bac et marge, bac tuile. Bac et sable d'activité, fondamentale, test, 10 quiz en poursuivre dans le bas. Sortie de la veille. CDL 2020. Il y a les deux dedans. Oui, après les deux. Il y a des trucs qui marchent et oui. qui marchent pas. Effectivement, donc, dans ce quiz-là, qui est donc le quiz, donc dans le quiz, on a des choses qui marchent et qu'on va voir du coup, et d'autres qui ne marchent pas. Hop, là, évidemment, forcément. Bon. Comme le glisser-déplacer. Remarque, c'est bien, ça fait un peu du piano, c'est très très bien. Donc, contenu principal, retentative, en tête, sortie du contenu principal, sortie de l'information. Contenu, point de repère. Continue votre tentative, je le fais en braille, je triche un peu, hein. Je vous passe un peu parce que sinon, on va y passer la soirée. Non, alors, on y est direct. Sortie de la baguette. On est là. Ah ben voilà, mais c'est bon. il faut le réinitialiser. Ouais. Il est déjà bon là. Ah bah oui, écoute, c'est la vie. Je sais pas quoi te dire. En fait si, de toute façon ça pas changé. Voilà. Je réinitialise chose. Donc on va réinitialiser le quiz. Hop. Et là, hop. Hop là, alors en plus c'est bien au micro, vous aurez le bruit du clavier et tout, c'est merveilleux, vous aurez vraiment parfait. C'est la conférence la plus surréaliste qu'on aura en vidéo, c'est merveilleux. Alors, hop, on va revenir d'un cran. Voilà. Et donc, on va réinitialiser le cours. Hop là. Voilà. On fait la musique d'ascenseur en attendant. Alors, hop, c'est parti. Effectuez le test, merveilleux. Effectuons. Question numéro 1. Bon, je passe tout comment je navigue, hein, sinon ça devient compliqué et trop long. Alors. Le RGA signifie référentiel généralité. Viva question 1. Liste déroulante de l'access vie. Donc là, on demande de compléter un texte à trous, donc c'est pas trop compliqué parce que. Amélioration. Il y a une liste déroulante. Alerte. Améliore Viva question 1. Aide. Tu l'as laissé. Viva. Poser la question. Je ne sais pas parler. Aide. C'est égal 1. Sélectionne vérifier, page suivante, vérifier, question 1, sortie du formule. Ouais, j'ai gagné. Sortie de marqué, aide, page suivante, sortie du... Ah bah c'était pas évident, on sait jamais. C'est pas des... pas dit que ça avait gagné. Alors il l'a dit là. Poursuivre d'en haut, poursuivre d'en bas. Là. Sortie de la feedback, en test 4. Votre réponse est correcte. Non, parce que là, tu le sais,
que tu as gagné, mais il l'a pas dit. J'ai triché. Tu as triché, mais c'est pas vrai, il le dit pas. Et ça, c'est un problème. Si c'était codé correctement, normalement, dès que tu sélectionnes, ce qui apparaît à l'écran devrait être restitué à l'oral. Donc là encore, c'est pas conforme dans Moodle. C'est rien à faire en plus, hein, mais voilà. Donc tu sais que c'est bon, mais c'est toi qui le sais. Arrête d'aller aussi vite. Tu as raison. Tu as raison. Page suivante, sortie du formule. Alors. Bannière. Question 2. En tête 3. Texte de la question. En flou sort. Donc là, on a testé, il y a une activité dans Moodle qui est de classer dans l'ordre des villes. Donc on n'a pas vu, enfin t'as été vite, mais quand on choisissait dans le texte à trous, on peut choisir dans une liste déroulante. Là pareil, c'est pas conforme, pas pleinement conforme. Mais il y arrive quand même à le faire l'activité. Si t'étais passé en mode formulaire, ça aurait pas marché parce qu'il reprend pas l'entête. Ah oui, en mode formulaire, bah oui, en mode formulaire, il ne lit que les éléments de la liste déroulante sans rappeler le contexte. Mais il est censé le rappeler. Ouais. Donc là, il l'a pas fait. Donc comme quoi, c'est pas parce que c'est pas parfait que c'est pas utilisable. Tu as réussi à l'utiliser. Ouais. Là, on est sur une activité, je sais plus comment ça s'appelle, de trier, je crois. Ça, c'est trier, ouais. C'est l'activité d'ordonnancement des listes, en fait. Hein, ouais. Alors, vas-y. Donc classer les villes du nord au sud. Classer les villes au sud. Fourquevaux, descendre, bouton. Lille, monter, tu fais moins le mal, là, tu sais descendre, pas. J'en sais absolument rien. Saint-Augustin, monter, bouton, descendre, bouton, Nice, monter, bouton. Alors, essaie de bouger une liste quand même. Oui, bien sûr. Donc, monter, bouton. L, sortie de la Lille, sortie de la liste. L'île de Lille, descendre, Fourquevaux, Saint-Augustin, Nice, monter, bouton. Fourquevaux, monter, bouton, descendre, bouton. Voilà, donc là on arrive à déplacer au sein de la liste les différents éléments quand même. Nice, sortie si de j'essaie de voir monter Nice, même si ça n'a pas de sens, mais on s'en fout. Voilà. L, Fourquevaux, L. Là, on voit que ça fonctionne visuellement. C'est pas facile quand même à se représenter. C'est pas une activité qui est facile quand on voit pas. Ça marche quand même. On peut donner ce crédit à Moodle. On arrive à déplacer au clavier. Et au lecteur d'écran, ça donne une information, mais c'est vrai que c'est pas évident quand même quand tu vois pas quoi. Non. Et là encore, il y a que 4 éléments. Monter. Sortie de la liste égale 1, vérifier, c'est égal, sélectionne, vérifie page précédente. Bon. Bouton, vérifier. Sortie du formulaire. Sortie du contenu principal. Sortie de la région. Quiz, page 2 sur 4. Barre verticale Kina Academy. Document web. Quiz, page 2 sur 4. Ok. Bannière, sortie de la texte de la feedback, en tête 4. Et les feedbacks, en tête 4. Votre réponse est partiellement correcte. Élément correct, 1. Éléments incorrects, 3. Type de note, position absolue. Bon, etc. On va tout faire, mais voilà, en tout cas, on a quand même la possibilité d'avoir des résultats. Voilà. Page suivante, sortie du formule. Bannière, sortie de texte question de la question. Numéro 3. Ah voilà. Le logiciel libre est défini par 4 libertés. La liberté 0 et 2. Espace en question. 3. Ah, c'est quoi la liberté 0 là? Alors moi j'ai envie de mettre exécuter, parce que je connais un tout petit peu le logiciel libre, maintenant j'ai compris que c'était ça. Alors maintenant il va falloir savoir comment je mets dans cette espèce d'espace 1, puisqu'il est là de me dire que c'est un espace, le mot liberté quoi. La liberté 1 et 2. Espace 2 questions 3. Bon. En fait, c'est une activité de glisser-déposer du texte. Et alors, c'est une activité qui ne marche pas. C'est ça. Pas de suspense. Là, si j'arrive en bas, j'ai effectivement les mots. Étudier la source, exécuter le logiciel, partager ses modifications, modifier le code. Voilà. Sauf que ça, je peux rien en faire. C'est pas cliquable, c'est pas interactif, il n'y a pas d'interaction possible avec ces éléments. Donc en fait, cette activité n'est purement et simplement pas faisable autrement qu'avec une souris. Et le problème de ça, c'est que là, typiquement, s'il veut finir l'activité, il est bloqué. Il peut pas finir son quiz alors qu'il a fait le reste. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure pour aller au bout. Mais en fait, on est complètement bloqué. Donc le choix des activités, quand vous utilisez Moodle, c'est important de prendre en compte l'accessibilité dans le choix des activités que vous allez mettre en place. On a vu qu'il y en a pas mal utilisables quand même, mais ça aussi c'est de l'accessibilité. Et donc là, c'était les 2 cas qu'on voulait vous montrer qui marchent pas bien, mais on en a vu plusieurs qui marchent quand même pas mal. Dans les bonnes pratiques à retenir, c'est la première chose, tester. Avant de vous lancer sur une activité, alors je ne sais pas si ici, la salle est pleine pour info. Donc il y a beaucoup de monde, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs pédagogiques, des gens intéressés par Moodle ou juste par l'accessibilité. Mais par exemple, je sais que dans le monde enseignant, il y a beaucoup de gens qui utilisent Genially
non, arrêtez, s'il vous plaît, c'est pas accessible du tout. Ils travaillent dessus visiblement. Bon, déjà c'est pas libre en plus, mais ils travaillent dessus visiblement, mais clairement ça marche pas. Et donc au-delà de ça, tous les contenus que vous allez mettre à disposition dans vos cours, des diaporamas, des PDF, des ressources documentaires, etc., des vidéos, si elles ne sont pas sous-titrées, elles ne seront pas compréhensibles par les personnes qui ne peuvent pas les entendre. Donc il y a tout ça à penser, et donc c'est l'ensemble qu'il faut penser accessible. Donc d'abord, testez quand vous choisissez, et la deuxième bonne pratique, c'est documenter. C'est pas grave que certaines activités ne soient pas forcément accessibles à tout le monde. Typiquement, une question qui revient souvent, parce qu'on accompagne des éditeurs de manuels scolaires chez Coena, et une question qui est revenue souvent, mais comment on fait pour un cours, donc c'est des cours en ligne, enfin des manuels en ligne de l'EPUB, donc il y a aussi de l'interactivité. Je parle super vite. Donc il y a aussi de l'interactivité. Et donc comment on fait quand c'est un cours de langue et que c'est de la compréhension orale? Est-ce qu'on doit faire une transcription? Mais du coup, si c'est transcrit, ça triche. Du coup, comment on fait pour les personnes sourdes? À votre avis? Genre, quand on a... Alors, une question. Comment on rend accessible à un public sourd un exercice où il est demandé, c'est de la compréhension orale, d'écouter un texte. Donc il y a des personnes qui disent on doit faire une transcription, une version texte. Le problème, si on fait ça, on donne la réponse. Donc c'est pas le but. Donc qu'est-ce qu'on fait? Exact. Pardon? Alors, toutes les personnes ne parlent pas la langue des signes, mais s'il y en a ici. Non, en fait, c'est vraiment la question du sens qui va être importante. Il faut savoir que c'est des questions, quand les gens sont dans la conformité, dans le RGA, ou dans, voilà, essayer de faire de la conformité, commence à se faire des nœuds au cerveau sur des choses qui sont effectivement absurdes. Donc, la bonne pratique, c'est pas de se dire que les personnes sourdes ne peuvent pas apprendre de langue, c'est pas forcément vrai. Mais la compréhension orale, évidemment. Donc il faut le documenter. Encore une fois, cet exercice, ne le faites pas. C'est comme on a fait pour la signature. Bah, ne le faites pas. Et soit il y a quelque chose alternatif qu'ils peuvent faire en attendant, soit juste ils sautent. Ça va être la même chose pour des manuels scolaires au collège. Il y a de la description d'images. Vous avez parfois... c'est un exercice à part entière. C'est-à-dire qu'ils doivent acquérir la notion de décrire une image. Bah oui, mais si je suis aveugle, que je fais la description d'image en alternative, ou bah du coup je donne la réponse, donc ça n'a pas de sens. Donc dans ce cas-là, pareil, c'est de documenter. Mais en revanche, si l'objectif pédagogique, c'est, je sais pas, de connaître les symboles, ça me rappelle un cours d'histoire, il fallait dans l'image se rappeler, enfin repérer les symboles du pouvoir sous Louis XIV ou je ne sais quoi. Si l'objectif c'est de connaître les symboles du pouvoir, c'est peut-être pas nécessaire d'avoir un exercice de description d'image si c'est pas le but. Et donc c'est vraiment comme ça que vous allez choisir vos activités. Il y en a, bah du coup la compréhension orale quand je suis sourd, c'est absurde. Enfin, je veux dire, effectivement, il faut pas donner la réponse, mais il faut le documenter. Encore une fois, la documentation, c'est prendre en compte la personne. Et là, on peut vous montrer comme on a fait chez Coena. Donc au niveau du cours, on a documenté, on a fait une page accessibilité, qui n'est pas une page comme on peut le voir parfois de déclaration d'accessibilité, des choses très formelles et très administratives finalement qui sont nécessaires d'un point de vue légal. Là c'est vraiment, on vous accompagne, on vous explique ce qui est possible sur notre plateforme pour l'accessibilité, en sachant que tout n'est pas parfaitement conforme, on le sait, on l'assume, mais par contre on ne veut exclure personne. Alors, c'est avant le cours. Status affiché, menu utilise, sortie de la quiz, bannière, dans les parties là. Ah bon? Oui, t'as fermé le menu. On revient en arrière. Sortie de la liste, quiz, page. Option. Voilà. Oui, c'était bon. Replier. Sortie de la bannière, sortie poursuivre d'en bas. Je sais pas où t'es passé là. Poursuivre. CD, sortie de navigation, sortie de la... Là, t'es dans le menu. Replier. Sortie de la navigation. Bouton. Option de l'index de cours. Navigue. Replier. Oui, tu vas vite là, je sais pas ce que tu fais. Non, tu y étais, mais t'es sorti. Sortie de la navigation. Ouvrir l'index du cours. Ah, bouton. Tu l'ouvres. Quiz. Page. Descends. Navigation. Replier. Bienvenue. Replier. Alors, bienvenue. Stop.
Donc tu disais que tu allais vite. Donc vous entendez ces choses repliées, dépliées. Ça, c'est ce qu'on appelle l'état de l'élément. C'est des choses qu'on va mettre dans le code et qui vont permettre d'être restituées au lecteur d'écran. Quand c'est ouvert ou fermé, replié ou pas. Tu vas vite du coup, mais en fait, c'est des choses qui sont dans le code et qui vont donner de l'information. Donc là, le cours, c'est dans avant le cours, si tu descends, je crois. Ouais. Accessibilité. Ouais. Des questions. Il fait des choses bizarres, je te dis. Ouais, c'est bizarre. Hein. Image cliquable. Des questions pour suivre d'en bas. Pour sortir de la texte de la question. Pour suivre. Statut. C'est pas ça. Bien repli vide. Image vide. Oui, il faisait pas ça tout à l'heure. Vide. Peut-être en mode navigation. Image cliquable. Simple replié. Bienvenue. Lien. Replié. Bienvenue. Accès visio. Niveau d'arborescence 3. Le mode des questions. Sortie du panneau. Replié avant le cours. Convocation outil à installer à faire. Programme et badge à faire. Accessibilité du cours à faire. Voilà, accessibilité du cours. Status bar. En fait. Mode navigation manière. Accessibilité du cours. Sortie de la baie. Conditions d'achèvement. Sortie de la liste. Contenu principal. Bon, il a aussi. Nous mettons tout en. Voilà. Il a aussi plus d'infos parce qu'il a un statut. Je lui ai donné un statut enseignant. Donc il y a des choses qui ne devraient pas être lues s'il était juste étudiant. C. Participants. En bref, quel que soit votre besoin, l'équipe formation de Coda est joignable par courriel. Ouais, on s'en fout. Hop. Donc le sommaire. Donc là, la page accessibilité, elle est assez copieuse, j'allais dire, assez fournie en fait chez nous. Donc si on met juste le sommaire, si tu le mets par titre, ouais. Voilà, ouais. Sortie de la liste. Attention, bug récurrent sur Moodle, en tête 4. Voilà, bon, on prévient aussi des bugs, là ça concerne vraiment tout le monde, il y a un bug récurrent chez Moodle. Et donc la première chose à faire, c'est aussi d'être à disposition des apprenants, parce que quand bien même vous seriez très très conforme, vous avez mis plein de choses en place, il y a des étudiants, des apprenants qui peuvent avoir des handicaps qu'on connaît pas bien. On a déjà fait des formations avec plein de cas très très différents. Et donc le fait de savoir qu'on peut appeler ou écrire, c'est important aussi. Et c'est aussi de l'accessibilité. Pas qu'ils aient besoin de chercher partout un contact obscur quelque part. L'équipe formation de Coda est là pour vous. Voilà, émargement. Émargement en tête 3. Donc là, on l'a mis au moment de l'émargement, mais on le met dans la page accessibilité. On dit que ça ne marche pas. Le fait de dire que ce n'est pas accessible, c'est de l'accessibilité aussi. Le fait de documenter fait d'ailleurs partie des obligations d'EGaL, qui sont malheureusement pas retranscrites dans le fameux RGA. Il manque des choses qui sont dans la directive européenne, puisque tout ça découle d'une directive européenne, mais qui font partie bien des obligations légales de documenter ce qui marche pas. Accès au support de cours, en tête 3. Quiz. Alors oui, accès au support de cours, tu reviens en arrière. Accès au support de cours, en tête 3. Alors, pour information, accès au support de cours, c'est le nom accessible. En tête 3, c'est le rôle. C'est titre de niveau 3 aussi, ça se dit. Donc ça veut dire c'est un titre de niveau 3. Ça permet de se repérer quand j'ai pas une vue globale de la page. Je peux me repérer avec les niveaux de titre. Donc c'est important de bien titrer, de bien structurer ces contenus. Et là, sur l'accès au niveau de cours, ce qu'on dit, c'est que au support de cours, c'est que je vous ai dit, les supports eux-mêmes que vous mettez sur vos plateformes doivent aussi être accessibles. Tout le monde crée du numérique. Vous faites un mail, c'est du numérique. Vous faites un document LibreOffice, Writer ou autre chose, c'est du numérique. Et donc, nos supports de cours sont pensés accessibles, évidemment. En général, les gens doivent remplir le questionnaire de satisfaction pour pouvoir télécharger le support de cours à la fin de la formation, sinon personne ne le remplit. Mais pour les personnes qui ont un besoin, notamment qui ont des difficultés à prendre des notes, on le fournit en avance s'ils le veulent. Voilà, par exemple, c'est de l'accessibilité. Et on le fournit dans différents formats, et y compris, même si le format PDF qu'on génère est accessible, on va le fournir aussi en format, et attention, je vais dire un gros mot, PowerPoint, Microsoft PowerPoint. Pourquoi ? Parce que LibreOffice Impress ne peut pas être rendu vraiment accessible.
Voilà. On fait du Writer, on fait voilà, d'autres formats en LibreOffice, mais on peut pas, pour le PowerPoint, enfin pour tout ce qui est diaporama, on va soit c'est du HTML, soit c'est du PowerPoint. Et donc là-dessus, ça montre aussi un peu les limites du libre. C'est-à-dire que si on veut faire accessible, si on veut inclure tout le monde, on ne peut pas malheureusement rester qu'en libre. Et je ne sais plus si je l'ai dit, mais du coup, moi j'étais sous Ubuntu, une partie de mon équipe est sous GNU Linux, mais pour des raisons d'accessibilité, j'ai besoin d'un logiciel de contrôle vocal par moment, parce que je ne peux pas toujours utiliser mes mains, et j'étais obligée de repasser sous Windows. Et pourtant, j'ai testé, hein, j'ai appelé des gens, tout ça, et on m'a dit, bah non, en fait, il n'y a rien qui marche suffisamment, on est obligé de repasser sous Windows. Donc ensuite, il y a le choix aussi du système de visio. Accès au support, bon, quiz, on avance. Bon, sur les quiz, par exemple, on laisse un nombre, 10 tentatives sur le quiz. Pareil, on ne va pas limiter les tentatives, on va laisser 10 tentatives. Et au niveau du choix aussi de la visio, le système de visio, il faut qu'il fonctionne, il faut qu'il soit accessible. Alors on en discutait, Big Blue Button marche vraiment bien. Donc, sauf que on a préféré utiliser Zoom parce qu'il y a des fonctions de sous-titrage automatique qui sont appréciées aussi des personnes sourdes. Donc, du coup, on est resté là-dessus pour l'instant. Mais ça dépend de votre public. Vous pouvez utiliser Big Blue Button qui marche quand même pas mal. Alors, peut-être depuis peu, il faut qu'on teste si ça marche suffisamment aussi. Alors, je répète pour la caméra, donc on me dit qu'il y a aussi des fonctions maintenant, depuis peu, de sous-titrage automatique sur Big Blue Button qui marchent pas mal, donc on va tester. Ouais, on y a pensé. Hein. Oui ? Sinon, il y a une application qui s'appelle Live Captions qui est trouvable sur Flutter. Live quoi ? Live Caption, je pense. Live Caption. Ouais, elle est trouvable sur Flutter, donc sur n'importe quel OS Linux. Moi j'utilise Orango et alors les sous-titrages je crois que c'est peut-être la dernière fois qu'ils l'ont fait et ça marche vraiment pas mal, c'est spécialement Ok, bon bah nous c'est au moment où on l'avait testé, ça ne marchait pas, enfin il n'y en avait pas, donc du coup on retestera, tant mieux si ça marche. Il faut installer quelque chose en plus, c'est pas en standard. Voilà, il faut installer quelque chose en plus, c'est pas en standard, me dit-on. Ensuite, ouais. Extraordinaire. Accessibilité pour les personnes sourdes. Donc là, justement, on passe. Il y a un mode focus aussi pour la concentration dans Zoom qui permet d'enlever un petit peu tout ce qui va être gênant. Et il y a l'organisation de la formation avec des pauses. Ça aussi, c'est des choses qui font partie de l'accessibilité. On donne les accès clavier dans Zoom. Oui. Juste pour préciser que je crois que dans etc. Pour le sous-titrage, ça marche que dans les navigateurs basés sur Chrome. Et le fonctionnement, c'est que ça envoie votre audio à Google qui transcrit de son côté. Non, mais il y a d'autres services qui font la même chose. C'est compatible avec d'autres services. Ouais, c'est pas seulement dans Firefox, ça marche. Ah ouais, parce que moi quand j'ai regardé dans Big Blue Button, c'était ça. Bon, il y a un débat sur. Du coup, pour les trucs de boulot, envoyer tous les trucs de boulot à Google, c'était bon. On peut le faire avec Blavia aussi. Ok, bon, c'est pas natif dans donc on va rester sur Zoom encore. Qu'est-ce qu'on a mis d'autre sur l'accessibilité? Donc les raccourcis clavier, important de les donner, quel que soit votre accès de visio. Et puis, on donne la possibilité de tester les outils de formation, donc la plateforme, etc., avant la formation. Donc, il y a toujours quelqu'un disponible pour aider, pour accompagner les gens. Donc, finalement, ce qu'on peut retenir, parce que c'est la fin, déjà. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que l'accessibilité, c'est pas que de la technique. Donc, même si la technique n'est pas complètement parfaite, on peut parfois la contourner ou trouver des options. Et que finalement, il y a aussi tout ce qui est organisation et humain à côté qui va être au moins aussi important.
Et il y a une différence entre conformité et accessibilité. On voit ça aussi. Donc il y a des choses qui ne sont pas conformes et qui finalement n'étaient pas bloquantes. L'accessibilité, c'est zéro barrière, zéro blocage. La conformité à une norme, bon bah c'est la conformité à une norme à un temps T, mais ça ne nous dit pas si c'est grave ou pas. Donc c'est vrai que quand on veut faire de l'accessibilité, c'est prendre en compte l'ensemble de ses utilisateurs dans les différentes situations et s'adapter. Tu veux dire un truc ? Je sais plus. Une chose est sûre, c'est que ça pose une vraie question. C'est-à-dire que ça pose une question de se dire que le libre doit nous libérer, mais parfois, en fait, il ne nous libère pas. Bien au contraire, quand on est en situation de handicap, voire même il nous contre-libère, j'ai envie de dire. Et donc, c'est là où ça devient un énorme sujet qui a été un débat il y a quelques années et qui est un débat persistant. C'est que le libre, pour que ça ait du sens, malgré tout, s'il n'inclut pas l'accessibilité, la portée de ce côté libre reste purement juridique, donc effectivement en conformité, mais pas forcément purement du coup pratique, comme on vient de l'expliquer ici. Et c'est quelque chose qui est assez problématique. Et il faut se rappeler aussi que tout ça, tout en exigeant évidemment probablement une formation, parce qu'il y a des développeurs, et on entend souvent, qui disent « je ne suis pas qualifié pour faire ça, je ne suis pas formé à cette question, etc. etc. » J'aimerais quand même rappeler à ces développeurs, alors évidemment ça ne marchera pas avec ceux qui font du code automatique, avec des outils de gestion de contenu, avec des CMS, avec des choses comme ça. Ça marchera plutôt bien entendu pour les développeurs qui codent plus à la main ou qui codent avec un outil qui automatise et proprement, hein, ça se fait aussi. Il n'empêche que souvent, une bonne partie de l'accessibilité, pas tout, mais une bonne partie, attention pas tout, c'est important, mais une bonne partie, c'est quand même aussi un code propre. Et souvent, quand c'est pas accessible, c'est que le code est sale. C'est pas une réalité absolue, c'est pas universel. Malheureusement, parfois, il y a des codes propres qui sont pas accessibles pour d'autres raisons qu'on vient un peu d'expliquer, avec justement la qualité de la description des images, par exemple, ou avec les alternatives ou des choses comme ça. Mais une chose est à peu près certaine, c'est que plus le code est sale et plus c'est pas accessible. Et un des grands problèmes aujourd'hui dans l'accessibilité, c'est quand même ça, c'est que les codes sont générés automatiquement de façon plutôt sale, et surtout que les gens sont mal formés, mais pas simplement à l'accessibilité, à coder, tout simplement, en fait. Et le résultat, il est là. Et au-delà de ça, c'est pas que la responsabilité des développeurs aussi. Hein. C'est aussi la responsabilité, on l'a vu, de l'organisation, des choix que vous faites, des outils, de l'accompagnement. Donc c'est pas, tout ne repose pas que sur les développeurs. Alors, question ? Un guide de recommandation destiné aux développeurs avec les bonnes pratiques pour rendre le logiciel accessible. C'est un peu un développeur, c'est un peu accessible. Alors, une question, quel guide de bonne pratique quand on est développeur ? Alors moi, la ressource, alors développeur quoi ? Web ? Ou en général ? Alors sur le web, la ressource de référence, ce serait w3.org/WAI. C'est Web Accessibility Initiative du W3C. Et là, vous avez beaucoup de ressources pour les développeurs, etc. C'est beaucoup en anglais, mais il y a des vidéos aussi. Enfin, c'est plutôt très bien fait, donc il y a beaucoup de contenu. Voilà. Après, il y a souvent beaucoup de docs, mais bon. Il y a pas mal documenté quand même si c'est discutable. Mais... c'est pas ça, c'est que pour moi, apprendre l'accessibilité avec le RG2A, c'est costaud quand même. C'est pas fait pour, quoi. C'est pas un tutoriel. Oui ? Une question peut-être un peu plus pour Jean-Philippe. J'ai vu justement, j'ai travaillé l'an dernier à l'implémentation justement de l'accessibilité dans certains éléments du bureau GNOME. Et en fait, c'était une purge à implémenter et à développer, notamment parce qu'en fait, je ne connais pas, déjà je ne sais pas comment faire, je ne veux pas faire ça, mais aussi, je vois que tu as une voix qui est écoutable, et moi j'avais une voix de robot, vraiment qui m'arrachait les oreilles, et comment tu as eu une voix écoutable en fait il a un ordinateur IPRA. Non, je fais la pub. Alors, c'est malheureusement une voix propriétaire, effectivement. Il faut répéter la question au micro. Pardon, oui, il faut répéter la question au micro. Je l'ai transcrit, du coup, je ne l'ai pas répété. La question est donc de monsieur, donc, est un développeur, du coup, qui a tenté d'implémenter de l'accessibilité dans GNOME, mais qui, dans le bureau GNOME, mais qui, au moment des tests, du coup, a tenté de le faire, du coup, avec la voix, et la voix est absolument insupportable, ce que je partage complètement. La voix de base de Orca, donc du lecteur d'écran, elle est absolument insupportable. Il y a plusieurs niveaux de réponse en fait à apporter à ça.
première, c'est que moi j'ai un cas particulier, je suis sur des voix propriétaires, c'est-à-dire que j'ai installé des voix qu'on appelle des voix Voxygène, qui sont vendues par IPRA aujourd'hui, parce que effectivement, moi j'ai envie d'une voix de qualité, parce que c'est comme ça. On n'est pas les seuls à en vendre, hein. Il y a aussi Auralux qui fait des voix en plus chères aussi, mais qui sont aussi plus jolies, des voix qu'on retrouve par exemple dans Siri de l'iPhone, pour ceux qui ont entendu ces voix-là, ou dans des GPS, c'est un peu des voix comme ça. Bon, ça c'est pour les cas où on a envie de payer, ce qui est évidemment pas le cas quand on veut faire des tests, mais voilà, c'est pour mentionner pourquoi moi j'ai une voix de qualité supérieure, et malheureusement oui, j'ai dû faire autre chose que du libre, parce qu'au quotidien j'avais pas envie de garder une voix de mauvaise qualité. Au passage, certains Américains sont très contents de cette voix de mauvaise qualité d'ailleurs, et ils sont contents au quotidien avec joie. Bon, je sais pas comment ils font, mais c'est très subjectif la voix, il faut se rappeler que c'est quelque chose de très subjectif. Le deuxième niveau de réponse, c'est que quand on a une voix, il y a une voix qui est semi-libre et qui fonctionne sur les environnements, c'est Mbrola, qui est une alternative à iSpeak qu'il faut installer, hein, c'est assez bien packagé aujourd'hui. Mbrola qui offre une voix quand même de qualité supérieure, même si c'est pas idéal, c'est quand même meilleur. Troisième niveau de réponse, le lecteur d'écran offre une option qui permet de lancer ce qu'on appelle la visionneuse braille, qui permet aux développeurs du coup de ne plus avoir besoin de la voix, mais de voir sur un petit bandeau en haut de l'écran ce qui va s'afficher pour l'utilisateur final. Et du coup, moi, ça me paraît la meilleure chose que le voyant puisse faire pour tester dans des bonnes conditions. Merci beaucoup.